Une porte claque à Washington, des milliers s'entr'ouvrent en Afrique. Mais à quel prix et pour qui ces portes s'ouvrent-elles réellement? La scène se joue bien au-delà d'un simple incident administratif. Elle incarne le basculement d'un continent qui refuse désormais la soumission silencieuse. La tension monte, les regards se croisent, et une question brûlante émerge. Qui, en définitive, détient le pouvoir de fixer la valeur de la dignité? Le 13e jour d'octobre 2025, à Ouagadougou, tout bascule. La date restera gravée dans les mémoires, comme le 25e avril 1975 au Portugal ou le 14e juillet 1789 à Paris. Ce matin-là, la capitale du Burkina Faso s'éveille avec l'annonce fracassante. Les États-Unis suspendent tous les visas. L'effet est immédiat, brutal, presque surréaliste. Dans les rues, la stupeur est palpable. Des étudiants, jusqu'ici porteurs de rêves d'universités prestigieuses américaines, s'effondrent à l'annonce. Pour beaucoup, l'Amérique représentait la promesse d'un avenir meilleur, la possibilité de quitter la précarité pour accéder à la réussite, comme autrefois des milliers d'Européens embarquaient pour Ellis Island. Aujourd'hui, tout s'arrête. Des familles entières pleurent, redoutant une séparation sans retour, comme durant les grandes vagues d'exil du XXe siècle. Des entrepreneurs voient disparaître des millions, des opportunités qui, la veille encore, semblent être garanties par des contrats signés et des poignées de main. Mais sous le choc, une question s'impose dans chaque foyer, chaque bureau, chaque marché. Sommes-nous punis pour avoir osé dire non? Ou bien subissons-nous une épreuve, un test de notre dignité collective? Pour comprendre l'ampleur du traumatisme, il faut imaginer. C'est comme si, du jour au lendemain, la France fermait sa frontière à tous les citoyens espagnols, au lendemain du refus d'un accord agricole. Ou comme lorsque l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, imposait des restrictions à la mobilité noire, bouleversant des millions de vies. Ici, le message est clair. Le refus burkinabé d'un accord jugé inique se paie cher, très cher, sur l'autel de la coopération internationale. Pourtant, à peine une semaine plus tard, le continent tout entier retourne la sanction contre ses auteurs. La riposte ne tarde pas. À Dakar, à Addis Abeba, dans les palais présidentiels et les parlements, des réunions d'urgence s'enchaînent. Les téléphones chauffent, les diplomates s'activent. Dans les marchés populaires, un souffle nouveau circule. Des corridors commerciaux improvisés voient le jour, les paiements électroniques maison se multiplient, et des crédits locaux, adossés à l'or du continent, sont mis en place à une vitesse record. Ce que Washington croyait imposer comme une punition déclenche, en réalité, la révolution panafricaine du commerce. Cette dynamique rappelle d'autres moments fondateurs, comme le boycott du coton par l'Inde face à la domination britannique, ou la création du marché commun européen après la Seconde Guerre mondiale, face à la nécessité de reconstruire sur de nouvelles bases. Le pari est colossal. Si l'Afrique cède, elle renonce à sa voix, à sa fierté, à son avenir même. Mais si elle tient tête, elle risque l'isolement, la rupture brutale avec ses partenaires traditionnels, la perte d'investissements et d'opportunités qui, jusque-là, semblaient indispensables. C'est un dilemme vieux comme le monde, céder sa dignité pour survivre ou risquer la solitude pour la préserver. La vraie question n'est pas financière. Qui, aujourd'hui, décide de la valeur de la dignité? Est-ce la puissance qui ferme ses frontières ou le continent qui s'émancipe en ouvrant les siennes? Ce soir, nous plongeons au cœur de ce moment charnière où l'Afrique cesse de demander la permission et commence à écrire ses propres règles. Quand une sanction devient un acte fondateur, que révèle-t-elle de l'équilibre mondial? Pour le comprendre, il faut remonter à la source, le tout premier jour de cette confrontation inédite. Retour à Ouagadougou, là où tout a commencé. Un matin ordinaire, dans une ville en pleine effervescence, va devenir le point de départ d'une transformation historique dont les répercussions dépassent de loin les frontières burkinabais. Derrière chaque compromis diplomatique, qui paie le vrai prix? Sous les lustres de la coopération internationale, tout s'achète. La dignité, l'espoir, parfois même le droit d'exister. C'est ainsi qu'est né le tristement célèbre « deal de déportation ». Voici le contexte. Quelques nations africaines, sous la pression de Washington,
acceptent d'accueillir sur leur sol des migrants expulsés d'Amérique. Beaucoup de ces migrants n'ont aucun lien avec ces pays. Certains n'y ont jamais mis les pieds, d'autres y ont à peine de la famille éloignée. En échange, la Maison-Blanche promet financement, visas accélérés, privilèges commerciaux, le tout enveloppé d'un vocabulaire policé de partenariat stratégique et de développement mutuel. Pour certains chefs d'État, ce marché est pragmatique. Quelques milliers d'exilés contre des millions de dollars, des bourses pour la jeunesse, des investissements venus de la première puissance mondiale. C'est la version moderne de ces accords signés dans l'urgence, comme en 1979 entre Israël et l'Égypte, où la paix s'achetait à coups de milliards, ou encore les accords de Lomé, où l'Europe échangeait l'accès au marché contre des concessions agricoles. Pour d'autres dirigeants, c'est un pacte dangereux, un marchandage dont la véritable monnaie est la conscience collective du continent. On se souvient du tollé qu'avait suscité, il y a une décennie, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les réfugiés syriens, où des vies humaines étaient devenues un enjeu de marchandage diplomatique. L'Afrique, elle, refuse aujourd'hui de devenir la décharge migratoire d'un autre continent. Rwanda, Ghana, Eswatini, Soudan du Sud. En l'espace de quelques semaines, plusieurs capitales signent, invoquant la nécessité de préserver leur économie, d'assurer la stabilité et de répondre à la pression muette de Washington. Mais à Ouagadougou, le silence résonne plus fort qu'aucun discours. Le Burkina Faso, fort de ses 22 millions d'âmes au cœur du Sahel, dit non. Un refus net, public, irrévocable. Nous ne sommes pas une terre d'expulsion. Les êtres humains ne sont pas des marchandises. Ces mots, prononcés devant les caméras par le ministre des Affaires étrangères, traversent les frontières, troublant les chancelleries de Paris à New York. Du jour au lendemain, ce refus devient un séisme diplomatique. Washington sort ses calculatrices. En rejetant l'accord, le Burkina Faso risque de perdre près de 480 millions de dollars d'aide et de contrats commerciaux sur 5 années. Mais dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, le choix prend une signification bien différente. Il ne s'agit plus seulement d'argent, mais d'un principe, d'une ligne rouge à ne pas franchir. Ce geste n'est pas isolé. Quelques mois plus tôt, le Burkina Faso avait déjà expulsé les bases militaires étrangères, nationalisé ses mines stratégiques et scellé une alliance régionale avec le Mali et le Niger. À chaque décision, la même ligne directrice, l'autonomie, même si le prix à payer est lourd. Cette logique rappelle celle de certains pays d'Amérique latine dans les années 70, comme le Chili de Salvador Allende nationalisant le cuivre, ou la Bolivie de Morales reprenant le contrôle du gaz au risque de sanctions internationales. Accepter, c'était garantir des ressources immédiates, mais au risque de vendre son âme. Refuser, c'était s'exposer à la ruine, à l'isolement international. Mais aussi, peut-être, à une conquête plus rare, le respect, la fierté, la promesse de bâtir selon ses propres valeurs. Ce refus, était-ce une folie politique, ou bien le premier pas d'un modèle africain nouveau? Les conséquences ne tardent pas. Washington réplique, suspendant brutalement les services de visa à Ouagadougou. Ce n'est pas une simple formalité administrative. Derrière chaque visa refusé, il y a des vies, des projets, des familles. On pense à ces centaines d'étudiants qui, la veille, préparaient leurs valises pour Boston ou Seattle, et qui, soudain, se retrouvent sans horizon. Pour certains, il manque seulement un tampon sur un passeport. Pour d'autres, c'est le deuil d'un rêve d'Amérique, de New York ou de Chicago. Mais très vite, ce choc intime devient collectif. Dans les salons de coiffure, les cafés, les écoles, on débat, on s'indigne. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags « Dignité d'abord »,« Mur des visas »,« Respecter nos frontières » fleurissent. Le ton change. Ce n'est plus seulement une question de mobilité, c'est bien la dignité qui est en jeu. De l'extérieur, la planète ne voit qu'une formalité administrative. Mais à Ouagadougou, Dakar, Lomé, on lit entre les lignes. C'est le vrai visage de la dépendance. Sans visa, pas d'échange, pas de stage, pas de marché. L'économie ralentit. Des dizaines de petites entreprises se demandent si elles verront la saison prochaine. Le moral des jeunes s'effondre, l'angoisse grimpe. L'avenir paraît verrouillé,
gardée par une frontière invisible. Les journaux titrent « L'Amérique ferme la porte, l'Afrique doit-elle s'agenouiller ?» Pourtant, un contraste se dessine entre voisins. Au Togo, on accepte un compromis. Les visas sont maintenus, mais le prix est payé en souveraineté. Les entrepreneurs conservent des débouchés, les étudiants partent encore, mais le sentiment d'avoir cédé quelque chose de précieux ronge. Au Burkina Faso, l'isolement menace, mais la fierté grandit. Ici, on a refusé d'échanger des principes contre des privilèges. Le sacrifice est lourd, mais la dignité reste intacte. Dans chaque quartier, quelque chose bascule. Les cafés deviennent des forums, les écoles improvisent des ateliers de réflexion, les groupes WhatsApp se mutent en collectifs citoyens. La jeunesse, privée d'horizons lointains, se réinvente. Créée localement, miser sur l'Afrique, innover par nécessité. L'interdiction, au lieu d'étouffer l'énergie, la redirige vers l'intérieur. Cela rappelle la résilience des Cubains lors de l'embargo américain, qui ont développé une médecine de pointe et une agriculture urbaine par pure nécessité. Le risque est immense. Des vies suspendues, des familles séparées, des investissements perdus. Mais l'enjeu est plus vaste encore. L'avenir des jeunes, le moral du pays, le droit fondamental de circuler et d'échanger, vacille sur le fil. Tout peut basculer si la fermeture devient la norme, si la résignation s'installe. L'histoire regorge de ces moments où l'enfermement a généré des révolutions silencieuses. La Pologne de Solidarnosc, la Tunisie du Jasmin, l'Inde de Gandhi. Dans la tourmente, une question s'impose. Et si la porte fermée était, en vérité, la clé d'une renaissance? Pour que ce soit possible, encore faut-il que la société ose réinventer ses règles et que la colère devienne moteur. Déjà, sur le terrain, des initiatives inattendues émergent. Face à l'exclusion, l'Afrique invente ses propres passerelles. Privée de visa, écartée des circuits mondiaux, l'Afrique refuse de plier. En moins de 7 jours, la riposte prend forme. L'initiative New Gateways. Un projet continental, articulé autour de 5 piliers pour transformer la sanction en moteur d'opportunité. Cette dynamique, on l'a retrouvée déjà dans la création de la zone de libre-échange continentale africaine, mais elle prend désormais une dimension stratégique et existentielle. Premier pilier, l'éducation. Fini le rêve brisé d'étudier outre-Atlantique. Un fonds panafricain finance désormais des bourses internes. Les meilleurs étudiants traversent le continent, de Dakar à Addis Abeba, pour apprendre, inventer et enseigner ensemble. Les universités africaines deviennent des phares, attirant les talents de retour. À l'image de ce que l'Inde a fait dans les années 90, avec l'Indian Institutes of Technology, l'Afrique fait de ses universités des creusets d'innovation et de rayonnement. Les exemples concrets abondent. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar lance un programme d'intelligence artificielle ouvert à tous les étudiants africains, tandis qu'à Nairobi, l'université de Strathmore ouvre sa première chaire sur la gouvernance panafricaine. Des concours d'innovation voient le jour, sponsorisés par des entreprises locales et des diasporas engagées. À Accra, un incubateur accueille 100 jeunes entrepreneurs, dont la moitié sont d'anciens candidats à l'exil universitaire. Deuxième pilier, la santé. Les frontières se ferment, mais la coopération s'ouvre. À Lagos et Abidjan, de nouveaux centres d'excellence rassemblent chercheurs, médicaments essentiels et téléconsultations. La coopération Sud-Sud, plus qu'un slogan, sauve des vies et accélère la recherche. Durant la crise Ebola, l'Afrique avait déjà montré sa capacité à s'organiser en dehors de l'aide occidentale. Aujourd'hui, elle va plus loin. Des laboratoires burkinabés développent un vaccin contre la méningite, en partenariat avec des instituts sénégalais et éthiopiens. Des scénarios concrets émergent. Dans le nord du Ghana, des cliniques mobiles sillonnent les villages, pilotées par des médecins formés à Ouagadougou. Au Rwanda, des drones livrent des médicaments vitaux, une innovation locale qui inspire le Kenya et la Côte d'Ivoire. À chaque fois, la fermeture d'une porte extérieure stimule l'inventivité interne. Troisième pilier, le commerce. Là où d'autres voyaient l'isolement, l'Afrique trace de nouvelles routes. 2,3 milliards de nouveaux contrats intracontinentaux signés, reliant l'Ouest, le Centre et le Sud.
Les échanges internes bondissent de 15 à 18%, brisant la dépendance aux marchés extérieurs. Les marchés de Lagos, Johannesburg et Casablanca connaissent un essor sans précédent, rappelant la Chine de Deng Xiaoping, ouvrant ses propres zones économiques spéciales pour contourner les blocages internationaux. Les corridors ferroviaires se multiplient. Un train relie désormais Bamako à Dakar, facilitant la circulation des marchandises et des personnes. À Lomé, un marché régional du cacao rivalise avec celui d'Amsterdam, fixant des prix équitables pour les producteurs locaux. Les monnaies locales s'échangent sans passer par le dollar, réduisant les coûts et renforçant la souveraineté monétaire. Quatrième pilier, la diaspora. Le rêve américain s'estompe, mais le retour choisi prend racine. Ingénieurs, médecins, artistes rentrent bâtir, investissent dans des start-up locales, créent des réseaux mondiaux tout en consolidant leur ancrage africain. À l'image des boomerangs migrants de l'Inde ou de la Chine, les Africains de la diaspora deviennent des ponts, non des fuites de cerveau. À Abidjan, une conférence Retour aux sources réunit 1000 entrepreneurs venus de Londres, Paris et Atlanta, prêts à investir dans des projets éducatifs et technologiques. À Bamako, une association de jeunes ingénieurs fonde une start-up de paiement mobile qui rivalise avec les géants du secteur. Les success stories foisonnent. La chanteuse burkinabé Awa Kouyaté, exilée à New York, revient fonder une école de musique à Ouagadougou, formant la prochaine génération de talents africains. Cinquième pilier, l'indépendance numérique. Les fintechs panafricaines explosent. Une grande banque digitale, soutenue par des fonds souverains, facilite des paiements transfrontaliers instantanés, en devises africaines, protégées par la blockchain. L'Afrique coupe le cordon de la dépendance technologique, à l'instar du Brésil avec son système de paiement Pix, ou de l'Estonie qui a digitalisé tous ses services publics. À Lagos, la start-up EcoPay lance une application qui permet de transférer de l'argent entre 25 pays africains en quelques secondes. Au Burkina Faso, un consortium d'ingénieurs crée une carte d'identité biométrique panafricaine, ouvrant la voie à une citoyenneté continentale. L'indépendance numérique devient le fer de lance d'une souveraineté nouvelle, résiliente face aux pressions extérieures. Là où beaucoup craignaient l'isolement, l'échec américain devient prototype d'une nouvelle prospérité. Les réseaux sociaux s'embrasent, hashtags, mouvements de jeunesse et artistes s'approprient le récit. Des campagnes de financement citoyen dépassent toutes les attentes, permettant la création d'écoles, de cliniques et même de satellites. La solidarité atteint un niveau inédit sur tout le continent. La jeunesse se mobilise, la fierté nationale devient continentale. Le modèle burkinabé inspire. Dignité, autonomie et audace deviennent les nouveaux codes. Mais cette renaissance reste fragile. Si la solidarité persiste, l'Afrique s'approche d'une autonomie durable. Mais si les tensions montent, le spectre de l'isolement n'a pas disparu. Le monde observe, prêt à réagir. Une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, mais l'équilibre reste précaire. 5 leçons pour l'Afrique et pour le monde entier. Les voici, illustrées par des exemples et des scénarios concrets à méditer. Première leçon. Transformer la punition en opportunité. Quand les portes se referment, il faut inventer de nouveaux passages. Le Burkina Faso, au lieu de céder à la peur, a vu dans la sanction un appel à l'audace. L'interdiction de visa, conçue comme une punition, a été l'étincelle d'une renaissance. Là où certains voyaient une humiliation, d'autres ont découvert la chance de bâtir une souveraineté neuve, à partir de leurs propres ressources et rêves. Rappelons-nous le Japon de l'ère Meiji, qui, après des siècles d'isolement, a transformé la fermeture en moteur d'innovation, modernisant son économie en quelques décennies. Deuxième leçon. La coopération Sud-Sud n'est plus un mythe. Face au retrait des partenaires historiques, l'Afrique s'est tournée vers elle-même. En moins de 7 jours, des corridors commerciaux, des systèmes de paiement régionaux et des crédits garantis par l'or africain ont surgi. Les nations du Sahel, les ports de l'Ouest, les marchés de l'Est, partout, les réseaux se sont tissés pour compenser ce que l'Occident refusait. L'ASEAN l'a fait dans les années 80, créant une zone de prospérité indépendante des grandes puissances. L'Afrique, elle aussi, peut écrire sa propre success story. Troisième leçon.
L'unité crée de la puissance. Là où l'isolement affaiblit, la solidarité multiplie les forces. Le refus burkinabé a résonné d'Accra à Nairobi, suscitant une vague de concertation entre présidents, entrepreneurs, citoyens. La voix d'un seul est devenue celle de millions. L'Afrique mesure la force de l'action collective sur la scène mondiale plus que jamais. On l'a vu lors de la pandémie de Covid, quand l'Union africaine a négocié des vaccins pour tout le continent, unissant ses voix face aux géants pharmaceutiques. Quatrième leçon. La dignité vaut plus que tous les privilèges. Dire non à l'aumône, non aux deals douteux, non à l'échange de principes contre des avantages passagers. Le Burkina Faso a osé refuser d'être un simple pion, préférant la difficulté de l'honneur au confort de la dépendance. Ce choix a coûté cher, des centaines de millions de dollars sacrifiés. Mais il a offert ce que l'argent ne peut acheter, le respect de soi et le respect des autres. On se souvient du Ghana de Nkrumah, qui, malgré les pressions, a privilégié la dignité nationale à la facilité des aides étrangères. Cinquième leçon. Le monde multipolaire offre des choix inimaginables hier. Autrefois, une nation africaine devait choisir entre la soumission ou l'isolement. Aujourd'hui, l'échiquier a changé. Alliances nouvelles, monnaies alternatives, partenaires multiples. L'Afrique avance désormais sans demander la permission, et chaque sanction devient une occasion de réinventer ses alliances, ses priorités, ses horizons. L'exemple du Vietnam, passé d'ennemi à partenaire des États-Unis en une génération, montre que les lignes bougent sans cesse. Au cœur de toutes ces leçons, se dresse la question morale. Chaque nation doit-elle vivre facilement aujourd'hui ou honorablement pour demain? Accepter l'humiliation pour quelques visas ou entr'ouvrir la porte d'un autre futur, même au prix de sacrifices immédiats. Ce qui se joue ici, ce sont les fondations du siècle africain. La possibilité de ne plus subir, mais de bâtir. Le véritable enjeu n'est pas seulement économique ou politique, mais tient à la capacité de choisir son destin, de protéger la dignité de ses enfants, et de ne plus échanger son avenir contre des faveurs éphémères. Alors, à l'heure de clore ce chapitre, reste la question brûlante. Qui a vraiment gagné dans cette épreuve? Et surtout, qu'est-ce que la liberté signifie désormais pour l'Afrique et pour le reste du monde? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les regards du monde entier se tournent déjà vers la prochaine décision du Burkina Faso. Car chaque choix posé ici redéfinit les règles, et personne ne peut prédire qui osera franchir le prochain seuil. Quand la dignité n'a plus besoin de visa, tout l'horizon s'élargit. Ce qui avait débuté comme une sanction s'est mué en défi, en refus de troquer ses valeurs contre un simple tampon sur un passeport. Les portes fermées à Ouagadougou ont révélé, par contraste, la clé la plus puissante, celle d'une souveraineté réinventée, assumée, façonnée par et pour l'Afrique. Il ne s'agissait plus seulement de visas, d'accords diplomatiques ou de milliards d'aides. C'était le pouvoir de dire non, de choisir le respect plutôt que la facilité, d'ériger la dignité en socle, non en privilège. Les conséquences pesaient lourd, pertes commerciales, isolement annoncé, menaces de sanctions. Mais à chaque refus, une nouvelle piste s'ouvrait. Rester prisonnier des vieilles portes, c'est risquer de dépendre éternellement du bon vouloir d'autrui. Refuser de redéfinir ses seuils, c'est accepter de rester captif du regard de l'autre, de mendier une reconnaissance fragile. Ce moment charnière, l'Afrique l'a transformé en point de bascule. Le temps du sursaut était venu. Ce qui rabaisse, ce n'est pas la pauvreté, mais la dépendance acceptée. Ce qui affaiblit, ce n'est pas la sanction, mais l'abandon de ses principes pour un avantage immédiat. À Ouagadougou, le refus n'a pas été une posture, mais une renaissance, un appel à bâtir, inventer, coopérer autrement. Étudiants, commerçants, rêveurs, bâtisseurs. Tous ont compris que la prospérité véritable ne dépend pas d'un tampon ou d'un billet d'avion, mais de la capacité à écrire ses propres règles. Quand un peuple ose s'affranchir du chantage, il ne ferme pas une route. Il en dessine 1000 nouvelles pour ses enfants. La leçon universelle? Défendre sa dignité n'est pas un geste isolé, mais un mouvement contagieux. Refuser l'aliénation aujourd'hui, c'est dessiner la carte d'un avenir où nul ne pourra fixer notre prix à notre place.
Ce choix n'appartient pas qu'au gouvernement. Il revient à chacun de nous, chaque jour. Alors, à ceux qui hésitent, qu'est-ce qu'une vie ou une nation vaut si elle se définit par les portes que d'autres ouvrent ou ferment? Il est temps de bâtir nos propres portes, d'ouvrir nos propres horizons et de ne jamais négocier la dignité, même contre toutes les richesses du monde. Pour aller plus loin, voici quelques pistes d'action concrètes, inspirées de ce basculement historique. 1. Investir massivement dans l'éducation locale, en multipliant les échanges entre universités africaines et en créant des programmes conjoints avec la diaspora. À titre d'exemple, un réseau panafricain de laboratoires d'innovation pourrait voir le jour, reliant Dakar, Abidjan, Nairobi et le Cap, pour mutualiser la recherche et les talents. 2. Créer des fonds d'investissement régionaux, financés par la diaspora et les entreprises africaines, pour soutenir les start-up et les PME innovantes. Cela permettrait de contourner les circuits classiques de financement, souvent soumis aux aléas géopolitiques. 3. Développer des infrastructures partagées, comme des corridors ferroviaires et des plateformes logistiques numériques, afin de fluidifier le commerce intra-africain et d'accroître la résilience face aux chocs extérieurs. 4. Renforcer les institutions régionales, telles que la CEDEAO ou l'Union africaine, pour porter une voix commune dans les négociations internationales. L'exemple du vaccin Covid, négocié collectivement, montre la puissance d'une diplomatie unie. 5. Encourager la production et la consommation locale, en valorisant les savoir-faire traditionnels et en investissant dans les filières agricoles, artisanales et industrielles du continent. Chaque marché local qui prospère, c'est une dépendance de moins envers l'extérieur. Chacune de ces actions, prises isolément, semble modeste. Mais ensemble, elles tissent la trame d'une souveraineté nouvelle, audacieuse et lucide. En conclusion, la leçon du 13e octobre 2025 n'est pas celle de la résignation, mais celle de l'audace et de la réinvention. Ce jour-là, une porte s'est fermée à Washington, mais 1000 autres se sont ouvertes à Ouagadougou, à Dakar, à Nairobi, à Johannesburg. Le choix de la dignité n'est jamais facile, il coûte cher et demande du courage. Mais il offre ce que nul visa, nul investissement, nul privilège ne peut garantir: la capacité de choisir son destin et de bâtir un avenir à la mesure de ses rêves. À l'heure où le monde cherche des repères dans la tourmente, l'Afrique trace sa propre voie. La page est ouverte. Qui osera, demain, écrire les prochains chapitres?